Donc, bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter le travail que j'ai réalisé durant la maîtrise. Donc, ce travail porte sur la conception d'une source ultrasonore de puissance à alimentation pneumatique. Et ce travail a été encadré par Nicolas Poigeler et Philippe Michaud et il a été effectué au sein du CRASH. Donc, d'un premier temps, j'ai présenté la mise en contexte, puis je vous présenterai les modèles analytiques et numériques. Puis, pour finir, je vous présenterai la conception du transducteur et les résultats expérimentaux. Donc, les ultrasons de puissance sont de plus en plus utilisés dans ce qui est l'industrie ou la recherche, et pour des utilisations qui sont, par exemple, le séchage industriel, la lévitation acoustique, l'imagerie sans contact ou les tests non destructifs. Puis, il y a d'autres domaines qui les utilisent, mais il y en a beaucoup, donc je ne serai pas exhaustif. Dans toutes ces explications, les fréquences, elles vont de 20 kHz à 200 kHz, et un minimum de 120 dB SPL est demandé. Et pour certaines applications, on demande que la phase ou l'amplitude soit contrôlée. Donc pour ceux qui ne font pas d'acoustique, je sais qu'il y en a au moins un. Le 120 décibels, c'est au moins ce que représente d'avoir un pétard qui saute. Voilà. Et ça ne veut pas cette histoire. Donc il y a plusieurs transducteurs qui existent déjà pour faire des ultrasons de puissance. Donc on peut déjà penser aux transducteurs qui utilisent les matériaux piézoélectriques. Donc par exemple, il y a le transducteur Langevin, qui lui peut générer des fréquences jusqu'à 100 kHz. Et des niveaux à 164 dBSL avec plusieurs millimètres, et celui-là a une bande passante d'environ 1 kg. Ensuite, il y a les transducteurs qui utilisent des résonateurs. Donc les résonateurs, ça va être ces plaques-là comme ici. Donc en fait, ces résonateurs elles sont mises en résonance par un piézoélectrique qui vient faire vibrer ce résonateur. Et ce résonateur, en fait, il a été conçu et fabriqué pour qu'il focalise les ondes acoustiques dans un tout petit, dans un petit volume de l'ordre de quelques centimètres carrés. Et dans ce volume, on obtient des niveaux de 174 décibels pour 40 kHz. Et ce résonateur a une bande passante d'environ 100 Hz. Donc, ensuite, il y a d'autres transducteurs, donc par exemple le transducteur capacitif qui lui permet d'atteindre des fréquences jusqu'à 5 MHz avec des grandes bandes passantes plus grandes que 300 kHz et qui génère 80 décibels environ à 1 mètre. Ensuite, il y a d'autres transducteurs qui ont été étudiés, par exemple les transducteurs de conversion mécanique qui eux permettent en fait de générer jusqu'à 23 kHz et 120 décibels à 1 mètre. Et leur fonctionnement, en fait, ils utilisent une cam qui vient faire translater le piston ici et qui génère donc une onde acoustique. Et donc pour finir, il y a des transducteurs pneumatiques qui existent aussi, mais qui sont très peu utilisés. Donc il y a le sifflet et des sirènes, par exemple. Donc ces deux transducteurs permettent de générer jusqu'à 34 kHz, voire 40 kHz, et permettent pour le sifflet donc de générer 150 décibels, et pour la sirène environ 100 décibels. Et pour la sirène, la bande passante dépend de la vitesse de rotation du moteur, et pour le sifflet, des cavités résonantes. Donc, petite conclusion sur la mise en contexte. En fait, ce qu'on a pu voir, rapidement, c'est qu'on a pu voir que les transducteurs, soit ils génèrent des hauts niveaux acoustiques, mais dans ce cas-là, ils ont une faible bande passante, soit ils génèrent des faibles niveaux, et dans ce cas-là, ils ont une grande bande passante. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que le maximum au plus haut niveau est de 40 kHz. Et ce qu'on peut voir aussi des applications, c'est qu'on doit avoir un minimum de 120 décibels et un minimum de 20 kHz avec la plus longue. Et nous, on souhaite avoir la plus grande, large bande passante. Nous, on vise 20 à 60 kHz, mais l'idéal, ce serait de monter un peu plus. Ce qui permet en fait d'avoir un transducteur pour plusieurs utilisations. Et donc, nous, dans la suite, ce qu'on va retenir, c'est le HR acoustique à alimentation pneumatique. Donc, c'est le dernier que j'ai présenté, que j'ai pas présenté d'ailleurs. Mais bon, et voilà. Donc, je vais présenter quand même, je suis désolé, excusez-moi. Donc, c'est ceci, en fait, le HR acoustique, en fait, ça va être un jet d'air qui est haché par soit un disque comme ici, soit une cage d'écureuil comme ça, et qui, couplé en fait à une bouche de sortie, vient hacher un flux d'air grâce en fait, à des fentes, des trous qui viennent obstruer et qui viennent laisser passer le jet d'air. Et donc, ça crée
une pression acoustique. Et donc, en fait, ces niveaux, ces transducteurs, eux, ils ont été surtout étudiés dans la partie audible, donc jusqu'à 2 kHz, et ils permettent de générer jusqu'à 180 décibels en conduit. Donc, bon, comme je disais, on va étudier la chaire acoustique, alimentation pneumatique. Donc, en fait, ce hasher a été modélisé par Chapman et Glendinning, et il permet, en fait, ce qu'il propose, en fait, c'est de séparer le transducteur en 4 parties. Donc, tout d'abord, ici, il va avoir la partie du plénum qui permet en fait de mettre sous pression l'air, donc qui sera réglé en PSI. En 1, ici, il va avoir l'air fluctuant, donc ce qui permet le hachage du conduit. Et en 3, ici, ça va être le conduit d'une longueur L. Et enfin, en 4, ce sera la fin du conduit et ça rayonnera donc à la pression atmosphérique. Et nous, on a rajouté une condition bafflée, pour la suite. Donc, ce transducteur est régi par l'équation suivante, donc celle-ci, du transducteur pneumatique. Donc, elle lie en fait la pression et la vitesse acoustique en conduit à l'air fluctuante et au coefficient bêta qui fait intervenir la pression dans le plénum. Ensuite, on va utiliser les hypothèses quasi-statiques pour séparer en fait les variables et les séparer en une valeur moyenne et une valeur qui varie. Et dans la suite, on va prendre la variation maximum, donc juste delta. Ensuite, on va utiliser 3 impédances. Donc l'impédance interne du système, l'impédance Z2, le rayonnement du conduit. Et cette fois-ci, on utilisera l'impédance de rayonnement bafflé et l'impédance mécanique du conduit Z3. Et donc, avec ça, on peut exprimer la pression acoustique dans le conduit et la vitesse acoustique dans le conduit. Une fois qu'on a exprimé ces deux vitesses, avec une matrice de transfert où on néglige en fait le flux moyen, et on peut exprimer la vitesse acoustique delta U4 et la pression acoustique delta P4 en fin de conduit. Et à partir de la vitesse acoustique delta U4, on peut utiliser la formule de la Sharp-Luther ici, qui permet en fait de calculer la pression acoustique rayonnée en champ libre. Et donc ce modèle, il est limité à plusieurs hypothèses. En fait, il est limité à des cas très inférieurs à 1, à des cas axisymétriques, des faibles amplitudes, et aussi c'est un cas pour sinus parfait, c'est-à-dire sinus parfait. Donc nous, dans notre cas, on a décidé d'utiliser des trous oblongs, en fait. Donc des trous oblongs, c'est cette forme-là. Donc en fait, cette géométrie-là, elle permet de limiter l'encombrement du transducteur. Et comme on sera à haute fréquence, on n'aura plus les conditions K inférieures à 1. Donc pour cela, on a décidé de modéliser le transducteur avec un modèle comme ça. Et donc, on a fait un modèle simplifié, on a modélisé le conduit et le domaine acoustique, et autour, on a mis des PML pour pas qu'il y ait de réflexion. On a mis aussi sur les parois, on a mis des conditions thermovisqueuses, et à l'entrée du conduit, en fait, on a mis les conditions d'impédance interne et de pression du plénum. Donc ensuite, on a effectué une étude paramétrique sur les deux paramètres qui interviennent et qui modifient la pression acoustique, c'est-à-dire A1 et P0. Donc P0, la pression dans le plénum, et A1, l'air fluctuant. Donc on a étudié 3 airs fluctuants, donc 11,7 mm, ce sera celle en bleu, ici. 23,8 mm, ce sera celle en orange, et en jaune, ce sera 42,1 mm. On aura 2 pressions P0 aussi, dans le plénum, du coup. On aura 6 PSI qui sera à gauche, et à droite, on aura 36 PSI. Donc, en continu, ce sera le modèle analytique, et en pointillé, ce sera le modèle numérique. Donc, il y a la condition avec effet thermovisqueux et la condition sans effet thermovisqueux. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'à faible Ka, donc à basse fréquence, on peut voir que les modèles se superposent. Donc, les deux modèles se valident. Et on voit qu'à plus grande fréquence, il y a une divergence du modèle numérique et du modèle analytique. Et si on se concentre
sur le modèle numérique ici en pointillé avec les effets thermovisqueux, on voit que pour 6 PSI, on obtient des niveaux d'environ 135 décibels à 148 décibels. Et pour 36 PSI, on obtient des niveaux de 145 à 160 décibels en fonction des aires, des différentes aires fluctuantes. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est que par rapport aux requis, d'après les modèles, on pourrait atteindre des amplitudes plus grandes que 120 décibels au-dessus de 20 kg et de 40 kg. Donc on est en bonne voie. Ensuite, on a étudié un peu aussi la directivité. Donc on a étudié la directivité selon la plus petite dimension ici. Donc la plus petite dimension ici, c'est cette directivité-là, et on donne une directivité unidirectionnelle. Et ici, on a la directivité de l'autre côté, donc c'est cette dimension-là. Donc celle-là, c'est la plus directive. Et dans ce cas-là, pour les basses fréquences, on obtient un modèle omnidirectionnel. Et pour les hautes fréquences, on a quelque chose d'un peu plus directif, avec toujours le maximum dans l'axe de la source. Donc avec cette étude paramétrique, on a décidé d'utiliser une aire de 23,8 mm² qu'on va, appliquer à un trou blanc, donc avec une dimension de 23 mm par 1 mm. Et après ça, on va concevoir deux cages, donc une cage comme ici à 122 fentes, et une cage comme ici avec une fente. Donc la cage à 122 fentes, elle est faite tout en impression 3D, et la cage à une fente, elle est faite en fait avec une ancienne cage qui est en aluminium, dans lesquelles on a mis des inserts pour empêcher l'écoulement d'air, et donc une insert en fait à une fente pour avoir qu'une impulsion, enfin qu'un signal. Donc ensuite, on a tout mis ça dans le HAPS, avec une bouche ici qui a aussi été construite en imprimante 3D, et en fait cette bouche couplée à la cage, elle permet le hachage et donc la génération d'ondes acoustiques. Ensuite, on a fait une entrée d'air sur le côté, et on a mis un moteur qui peut permettre de tourner à 11 000 tours minute. Donc, ensuite, on a d'abord étudié les traces temporelles. Donc, on a d'abord regardé la trace temporelle à une fente. Donc ici, on voit la trace temporelle sur plusieurs révolutions de la cage. Donc, on voit à chaque fois qu'il y a bien une impulsion à chaque tour. Et en fait, quand on zoome sur une cage, on voit une impulsion positive qui correspond à l'ouverture de l'aire fluctuante et une impulsion négative qui correspond à la fermeture de l'aire fluctuante. Et l'impulsion positive a une durée de 12 microsecondes et l'impulsion négative a une durée de 22 microsecondes. Et nous, on s'attendait déjà à avoir un sinus presque parfait et avec des demi-périodes de 28 microsecondes. Donc, correspondrait à une durée d'impulsion. Donc après, on a regardé aussi la cage à 122 fentes. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une modulation de l'amplitude avec des amplitudes maximum et des amplitudes minimum. Cette modulation, en fait, elle est due à la non-circularité de la cage qui est due à la non-circularité de la cage, parce que ça fait une variation d'écart de 0 à 200 micromètres entre la bouche et la cage, et ça crée une différence de hachage. Donc, plus on est loin de la bouche, moins le hachage est long, plus l'amplitude est petite. Et donc, en fait, si on zoome sur une amplitude, on voit cette trace ici, et on peut voir qu'on répète en fait les impulsions qu'on a pu voir juste avant. Donc, on a d'abord fait une expérimentation à 11 000 tours minute, enfin avec un balayage jusqu'à 11 000 tours minute pour une pression de 6 PSI dans le plénum. Et on a fait une mesure acoustique à 50 cm. Et sur le spectrogramme, on peut voir que la fréquence fondamentale, elle va jusqu'à 22 kHz, donc ce qu'on attendait. Et on voit des harmoniques qui vont, je ne sais pas si vous voyez bien, mais qui vont jusqu'à 180 kg pour le cas 6 PSI. Et donc après, on a fait une enveloppe complexe sur le signal, ce qui nous a permis de regarder plus particulièrement la fréquence fondamentale, la première harmonique et la deuxième harmonique. Donc on peut voir que la première harmonique en bleu, elle monte jusqu'à 120 décibels et jusqu'à 22 kHz. La deuxième harmonique jusqu'à 120 décibels pour 44 kHz. Et la deuxième harmonique à 119 décibels pour 66 kHz.
Donc, on a fait ensuite la même expérimentation dans ce cas-là avec une pression dans le plénum à 36 PSI. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est le spectrogramme ici. On peut voir qu'il y a la fréquence fondamentale et deux harmoniques. Et il n'y a pas plus d'harmoniques parce que les harmoniques au-dessus sont noyées en fait dans le jet de bruit, le bruit de jet qui augmente grandement et qui est modulé aussi par les résonances du conduit. Et donc ça, si on fait l'enveloppe complexe de ce signal, on voit que la fréquence fondamentale maximum est de 125, l'amplitude de la fréquence fondamentale est de 125 décibels au maximum, et on va jusqu'à 22 kHz, comme dans le cas précédent. L'harmonique 1, elle monte jusqu'à 122 décibels, et l'harmonique 3 monte jusqu'à 120 décibels, à 66 kHz. Donc en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ces mesures sont très en dessous des modèles. Donc pour le cas de CPC, on est en dessous de 17 décibels. On est en dessous de 17 décibels. Et pour le cas de la 36 PSI, on est à 30 décibels. Donc en fait, ces différences, elles peuvent être attribuées à la création d'harmoniques. Parce qu'en fait, les harmoniques répartissent l'énergie de la fréquence fondamentale sur plusieurs harmoniques et donc diminuent l'amplitude de la fréquence fondamentale. Ces créations d'harmoniques, elles peuvent avoir lieu elles ont deux causes. Donc, des mauvaises géométries de l'aire fluctuante. Donc, le trou oblong, il devient rectangulaire. Ça, c'est dû à la précision qui est pas assez bonne pour nous de l'impression 3D. Et il peut avoir aussi, les créations d'harmoniques peuvent être aussi attribuées aux impulsions qu'on a vues dans le signal temporel et qui sont visibles aussi dans le spectrogramme. Ici, on peut voir que toutes les fréquences sont excitées avec une modulation ici, avec des modulations de résonance du coup. Et donc en fait, ces harmoniques, elles peuvent créer ces impulsions peuvent créer des harmoniques. Et une dernière explication de ces différents, de 17 et 30 dB, ça serait aussi des fuites qui apparaissent dans le système. Donc des fuites entre la cage et la bouche, et des fuites au niveau des connexions pneumatiques. Pour finir, on a regardé la directivité de la source à 22 kHz et 6 PSI. Et donc, la directivité mesurée qui est en très plein montre un pattern dipolaire, alors qu'on attendait un pattern omnidirectionnel. Et on a aussi un minimum dans le G. Et donc, ça, il y a des études qui montrent que le G, en fait, crée des dipôles avec un minimum dans le G. Donc, en conclusion, on a effectué un transducteur pneumatique qui génère 125 décibels et jusqu'à 22 kHz. Donc, on est au-dessus de ce qu'on prévoyait au minimum. Donc, c'est-à-dire 20 kHz, c'est 120 décibels et 120 décibels. Ensuite, on génère des harmoniques jusqu'à 66 kHz avec des niveaux plus grands que 120 décibels à 50 cm. On a une directivité qui montre un pattern dipolaire avec une amplitude maximum à 45 degrés. Et on a aussi les modèles qui divergent des résultats expérimentaux. Donc pour la suite, ce qui pourrait être fait, c'est de créer une cage en métal pour avoir un transducteur fiable. Donc je m'explique, c'est-à-dire créer une cage usinée pour avoir une meilleure précision. Et ce que j'entends par fiable, c'est-à-dire que c'est pour éliminer tout problème géométrique, c'est-à-dire ne plus avoir les modulations d'amplitude et ne plus avoir les aires fluctuantes qui deviennent des rectangles, comme ce que vous voyez. Comme ça, en fait, ça permet d'enlever tout problème lié au problème géométrique. Ensuite, on pourrait aussi améliorer les modèles en prenant en compte le G d'air, qui est le G d'air. Et une fois que le transducteur sera fiable, on pourrait essayer de contrôler la phase et les amplitudes pour d'autres applications.